Bonjour à tous, bienvenue sur l'Automobile Magazine. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on vous emmène ni plus ni moins qu'au Salon de Munich. On est ici au Summit. C'est un salon qui est très particulier parce que ça se passe en deux temps. Il y a une partie qui est ici, qui est dédiée plutôt, on va dire, au business. Et puis, il y a une partie grand public qui, elle, est plutôt dans la ville et ça se fait dans un second temps. Alors, quand je vous dis que c'est dédié au business ici, la preuve, c'est que si vous voulez un ticket pour la journée, c'est 180 € et si vous voulez un pass 4 jours, c'est 500 €. Donc c'est vraiment pas fait pour le grand public. Ici, c'est plutôt là où nous, on peut travailler en tant que journaliste. On a un peu des tables rondes, on peut échanger avec les gens, etc. Mais malgré tout, j'ai quand même envie de vous emmener un peu en coulisses et de vous montrer là où le grand public habituellement ne va pas. Et puis, on vous emmènera aussi évidemment dans la ville un peu plus tard. Nous, on est là pour quelques jours, mais on a quand même un emploi du temps qui est très, très serré. Donc, on va faire en sorte de vous emmener avec nous, de vous montrer un peu ce qu'on découvre en même temps que vous. Et puis voilà, vie ma vie de journaliste auto au Salon de Munich. C'est parti. Premier stand que j'ai vraiment envie de vous montrer sur ce Salon de Munich, c'est le stand du groupe Volkswagen. Parce que certains des éléments qui sont ici ne seront pas là demain, donc je ne pourrai pas vous les détailler. Par contre là, on va essayer de se frayer un chemin parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, vous allez voir, pour vous montrer une des grosses nouveautés qui est l'Audi Concept C. Cette chose là, que je trouve personnellement absolument magnifique, c'est un vrai manifeste de design. C'est la direction stylistique que veut prendre Audi pour ses futures voitures. Et surtout, ce qui fait super plaisir à voir, c'est que ce Concept C annonce un vrai modèle de série. Ce sera une vraie voiture qui sortira dans la gamme Audi. C'est un coupé cabriolet, ça on n'en a pas fait depuis bien longtemps et je crois ne pas me tromper en disant que c'est le premier d'Audi. Donc voilà, on va voir ça arriver en série. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en termes de look final parce que là pour l'instant c'est juste assez incroyable. Il y a un travail de forme qui est assez dingue en termes de volume, ça fonctionne très bien. Je ne sais pas si vous êtes familier de la chose, mais si vous avez à peu près mon âge, peut-être que vous vous souvenez du concept Rose Meyer des années 90, ça me fait énormément penser à ça. Bref, c'est une pure réussite. Si vous voulez voir un petit peu plus en détail cette voiture, mon collègue Pierre vous a fait une vidéo complète là-dessus, elle est sur la chaîne, ça s'affiche en haut à droite de votre écran, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Il n'y a pas que l'extérieur, hein. L'intérieur aussi, c'est vraiment un manifeste de design très particulier. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir chez Audi. Sachez que l'écran au milieu, il est rétractile, ce qui fait qu'on peut avoir une interface sans écran. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir ça en 2025, franchement. Et dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez, mais l'intérieur tissu, moi je trouve ça plutôt cool. Il y en a qui disent que ça fait pas assez luxueux. Moi je trouve que ça change pour une fois. Donc franchement, bien vu Audi. Et si on passe sur l'arrière de la voiture, ça c'est peut-être mon angle préféré sur ce concept-là. Mais vraiment, genre, je sais pas comment Clémence arrive à vous le montrer, sinon... Encore une fois, allez voir la vidéo qu'on a fait dessus. Le 3/4 arrière de cette voiture, je le trouve ultra impressionnant. Je kiffe quoi. C'est vraiment très très joli et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur le modèle de série. La suite du stand VV, c'est la présence du concept ID Cross qui préfigurera du coup un petit crossover urbain électrique qui aura d'ailleurs plein de cousins-cousines. Il y en aura chez Cupra, il y en aura également chez Skoda. Et puis on arrive sur la fin du stand avec deux ID Buzz, dont le plus important ici en noir est important parce qu'il intègre de la conduite autonome. C'est un des premiers modèles de Volkswagen 100% en conduite autonome. Bon, après je vous cache pas qu'il est quand même arrivé sur scène avec quelqu'un au volant. Deuxième grosse nouveauté sportive sur le stand du groupe Volkswagen, on est chez Porsche avec cette fois-ci un modèle vraiment de série, c'est la nouvelle 911 Turbo S. Première fois que ce modèle est électrifié chez Porsche, puisque maintenant on a affaire à une version hybride, comme la GTS, dont il y a déjà une vidéo sur la chaîne, bien sûr. Et on arrive ni plus ni moins que sur une des Porsche les plus puissantes jamais créées, 711 chevaux en cumulé. Alors ça reste moins que la 918 Spider, qui était aussi une voiture de série et qui faisait plus de 880 chevaux. Mais là on est quand même sur un énorme monstre. Pour le reste, niveau look, ça change pas énormément par rapport à la 992 phase 1. Il y a un peu les ailettes à l'avant, les jantes sont un peu spécifiques. Et puis si on arrive à l'arrière, tiens bien Clémence, on va leur montrer. Toujours cette signature lumineuse très Porsche avec la barre de LED, moi je suis ultra fan. Ce qui va changer surtout c'est au niveau du pare-choc et des échappements. Franchement, je trouve que la forme est vraiment très sympathique. Bon, sinon le stand du groupe Volkswagen, c'est aussi des voitures de série, enfin une au moins, le Q3 Sportback que vous voyez tout là-haut. Mais le truc le plus improbable de ce stand, vous l'avez peut-être déjà entreaperçu, c'est cette chose-là. Énorme. Cette chose-là, c'est le Scout Terra. Alors Scout, en fait, c'est une marque américaine qui a été rachetée par le groupe Volkswagen. Ils avaient déjà sorti des trucs entre les années 60 et 80, et ça a été racheté, ça a été remis au goût du jour, réintroduit si vous voulez, en 2022. Donc du coup, cette chose, c'est uniquement destiné au marché américain et heureusement, vous le voyez, de toute façon, le capot, il arrive à peu près à hauteur de ma tête. Ça fait 5,82 m, donc c'est monstrueux.
Et c'est globalement là, ça reste à l'état de concept. Alors, on est très très proche de la série, mais c'est censé être une voiture qui sortira, du coup, pas chez nous, mais aux États-Unis, d'ici 2027. Mais je trouvais ça plutôt marrant quand on pense à Volkswagen. Même le groupe Volkswagen, c'est pas forcément le genre de voiture auquel on pense, pas forcément le genre de modèle auquel on pense. Et pourtant, ils font aussi ce genre de truc où, si je fais ça, vous me voyez plus. C'est vraiment monstrueux. Après, il faut savoir du coup que c'est pas un salon qui est 100% dédié aux produits. En fait, c'est un salon qui est dédié à l'écosystème automobile au global. Là, vous voyez derrière moi, il y a un stand Google avec une R5 et un CLA Mercedes dessus, notamment parce que c'est des voitures qui, dans le système d'info-divertissement, emploient de la technologie Google. Donc en fait, on peut trouver ça un peu partout au salon. Là, par exemple, il y a un stand ST Microelectronics parce que forcément, quand on va parler de microprocesseurs, etc., ils auront un rôle à jouer là-dedans aussi. Le salon de Munich, c'est vraiment un salon qui est dédié à la mobilité au global et c'est pas un salon qui est axé sur le produit comme peut l'être par exemple en France le salon de Lyon ou comme peut l'être également le mondial de l'auto ou dans le temps le salon de Genève. Donc voilà, c'est vraiment un truc où tout ce qui a attrait à l'automobile, de près ou de loin, est représenté. Et en ça, c'est plutôt intéressant, mais c'est aussi pour ça que c'est pas cette partie dans laquelle on est maintenant qui est vraiment dédiée au grand public. Petit tour du stand XPeng ici au salon de Munich. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que chez nous en France, on a deux modèles de la gamme. On a d'abord le G9 qui est un peu du coup le porte-étendard chez nous, grand SUV, vraiment axé premium, etc. Derrière, il y a le G6 qui est également importé chez nous, vrai concurrent du Tesla Model Y, mais il n'y a pas que ça en fait chez XPeng. Alors vous le savez, hein, les monospaces, ça n'a plus du tout la cote en Europe et chez nous, mais en Asie, ça se vend encore quand même pas mal. Du coup, XPeng, ils ont ça, le X9, qui est absolument gigantesque, c'est vraiment un mastodonte. Et ça, pour le coup, c'est vraiment pas destiné à arriver jusque chez nous, en tout cas pas en France, dans un avenir proche. Mais c'est assez marrant quand même de voir que XPeng, parmi d'autres constructeurs, ils font aussi le choix d'amener des modèles qui pensent vont marcher en Europe, alors qu'en fait, ils ont une gamme qui est bien plus étendue ailleurs. En revanche, un modèle qu'on devrait voir débarquer chez nous dès 2026, c'est ça, la P7, P7 Plus ici, qui sera du coup une grande berline électrique qui viendra un peu concurrencer tout ce qui est Tesla Model S et compagnie, sachant que quand même, en France, les berlines qui font plus de 5 mètres de long, c'est vraiment pas ce qu'ils vendent plus, donc ça restera quand même plus un modèle d'image qu'autre chose pour XPeng, mais bon, c'est toujours sympa de l'avoir débarqué quand même sur nos routes. Petit tour sur le stand Volvo, hein, qui n'a que deux modèles, mais en dehors de cette EX30 Cross Country, qui est d'ailleurs vachement plus sympa avec ses galeries de toit que sans, c'est surtout le S90, moi, qui m'interpelle. Donc du coup, grande berline statutaire de chez Volvo. ES veut dire qu'elle est 100% électrique. Ça peut faire jusqu'à 653 chevaux quand même cette chose, hein, donc voilà. Mais ce qui m'interpelle, c'est le côté, est-ce qu'il y a un truc qui vous choque ou pas sur le profil? Moi, je la trouve très surélevée pour une berline. Cette espèce d'entre-deux entre berline, SUV, crossover. Je sais pas si je suis très fan. Dites-nous un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Mais bon, au moins, ça reste un petit peu original quand même en design. Salut! Oui, je suis habillé différemment. Oui, on est dehors. C'est le jour 2. En fait, le jour 1 s'est terminé un petit peu précipitamment parce qu'on avait pas mal de petites obligations de notre côté parce qu'on est là aussi pour bosser quand même si vous ne croyez pas. Mais on est de retour du coup au Messe, au salon de Munich. On a récupéré nos petites accrades et puis on va aller faire le tour des autres stands qu'on n'a pas pu aller voir hier parce que c'était un petit peu en construction, tout n'était pas complètement terminé. Mais là, normalement, on devrait pouvoir voir toutes les nouveautés qui sont dispo. Donc je vous propose qu'on y aille tout de suite. Bon, je suis arrivé du coup sur le stand BMW, c'est blindé de monde, forcément il y a pas mal de nouveautés. Mais là il y a un truc qui m'a un peu attiré l'œil. Et en plus de ça, regardez. J'ai retrouvé le collègue. Ça va Pierre? C'est marrant, tu vois, Jadid, parce que je me suis posté pile poil devant cette L5 Touring pour la couleur, je savais que ça allait t'attirer. Évidemment que ça va m'attirer. Elle est trop belle, en violet comme ça avec les jantes un peu bronze. Ça c'est ma cam, c'est mon genre de config. Lui il va dire je la choisirai un peu plus discrète. Voilà, toi un peu plus violet, discret. j'ai un petit peu de mal, mais... De toute façon, il n'y a rien de discret dans une M5. Quitte à la prendre, autant la prendre avec une couleur sympa. Ça c'est mon avis. Pas totalement faux. Bon, sur ce stand BM, il y a pas mal de trucs. Notamment là-bas, là, on va essayer de se frayer un petit chemin pour aller voir iX3. Ouais, un petit chemin, c'est effectivement le terme est bien choisi parce qu'il y a beaucoup de monde. On va quand même essayer de vous donner vite fait notre premier avis sur la voiture. Première fois que tu le vois toi Pierre, l'X3? Alors en vrai oui, parce que c'est Didier qui est allé la découvrir, qui a tourné la vidéo pour notre chaîne.
Et écoute, c'est plutôt... Tiens, essaie de leur montrer, Clémence, cette chose-là. Moi, j'aime bien l'avant. Hein. Moi, je trouve que c'est plutôt effectivement une bonne surprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça marque un renouveau ouais, en fait, en termes complètement. de style. Franchement, complètement. Et puis, comme tu le sais, hein, donc c'est ce que BMW appelle la Neue Klasse. Ouais, oui, donc, dérivé du concept Neue Klasse X. Ouais. Tout à l'heure, en arrivant, là, j'ai pu discuter un petit peu avec les représentants de BMW France et qui me disaient qu'on va très très vite découvrir la berline. Ah, donc, tant mieux. Probablement l'I3, c'est ouais, certainement comme ça qu'elle va s'appeler. Absolument. Qui n'aura donc plus rien à voir avec une petite citadine. L'I3, c'était ça chez BMW. Ouais, c'est vrai. Donc ça sera une berline. Ouais, non, franchement, j'aime bien. Moi, je trouve ça sympa et je trouve ça sympa que BMW ait enfin changé un peu cette phase de style qui était étrange, intéressante, je sais pas quel mot utiliser pour pas être trop péjoratif, mais là en tout cas le design BMW commence à me plaire à nouveau et ça je trouve ça cool. Ouais, puis alors moi ce que je trouve intéressant aussi, alors je suis pas super fan des logos lumineux, etc. Ouais. Je trouve parfois il y en a trop et là une fois n'est pas coutume, je trouve que le dosage il est assez malin, c'est-à-dire que le rappel effectivement des fameux haricots hein, de calandre, c'est assez fin, ça, voilà, c'est-à-dire que bon, on devine clairement de quelle marque il s'agit. Et puis en même temps, les petits retours hein, que tu as sur les côtés, donc pour faire la liaison avec les phares, ça aussi c'est traité de façon assez fine, avec un effet 3D. Ouais, c'est plutôt chouette. Après, comme toujours, hein, le design, on aime pas. De goût. Voilà. Bon, en tout cas, si vous voulez découvrir cette voiture vraiment plus en détail, parce que là on est sur un salon, c'est pas le plus indiqué, on a fait une vidéo complètement dédiée sur cette voiture. Comme tu disais, c'est Didier qui nous l'a fait, qui nous a fait le tour du propriétaire. Donc n'hésitez pas à la voir, le lien s'affiche en haut à droite de votre écran. Et nous, on va continuer notre petit tour du stand BMW. J'ai une petite surprise à te montrer. Une surprise. Bah déjà, il y a un concept mini là, moi qui m'attire l'œil. Peut-être parce que c'est un peu kéké, tu me diras. Tu peux pas t'en empêcher, hein, c'est plus fort que toi. Dès qu'il y a des grandes jambes, des gros passages de roues. Cool. Elle est trop cool cette Mini. C'est discret. Encore une fois, hein, c'est vraiment ce qui me caractérise apparemment. Ah oui, donc du coup, en collaboration avec Deus, la marque de vêtements. Non, franchement, c'est sympa, moi j'aime bien. Radical. Très radical, ouais. Mais en fait, tu sais quoi? C'est là où je me dis, les Mini d'aujourd'hui, elles me font plus rêver. Genre, c'est pas drôle, c'est pas. C'est ça qu'on veut. J'aimerais bien qu'ils sortent une version comme ça. Trop proprette. C'est trop policé, c'est trop. Ça, c'est cool, tu vois, ça a de la gueule, c'est sympa, c'est rigolo, et je trouve que ça colle à l'esprit Mini, en fait. Ce qui est un peu gonflé quand même, hein, c'est les extensions. Ouais, rivetées comme ça. On de la fibre de verre, je pense que c'est ça. Ça me fait penser un peu, si vous connaissez un peu les Porsche préparés, RWB, ils font un peu ce genre de truc avec des extensions d'ailes vraiment rivetées, très impressionnantes. Mais j'aime bien. Mais on va essayer de faire le tour vite fait. Essayer, bah ouais, hein, forcément, on est sur un salon, il y a plein de monde, c'est le jeu aussi. Alors déjà, c'est sûr, les gens, je suis archi fan. On dirait des rotiformes, je sais pas si c'est ça, mais vraiment j'adore, très concave. Et puis ouais, c'est cool, l'énorme aileron à l'arrière et tout. Pour moi, c'est ce que devrait être une JCW, tu vois. Ou peut-être que je sais pas s'ils vont faire une mini GP. Alors, mais c'est vraiment. Je partage ton avis sur le délire. Il y a juste un truc, c'est sur, on va dire, en termes de finition, c'est pas forcément super valorisant non, là. Là, non, c'est sûr, mais c'est le côté concept aussi un peu rigolo. C'est un jouet, quoi. C'est un jouet, mais dans l'idée, je trouve que c'est cool. Et même à l'intérieur, les sièges. Je sais pas, on peut s'approcher, je pense. Hein. On va essayer de pas couper la vidéo de tout le monde. Allez. Hop là. Mais franchement, c'est fou, les baquets, etc. Tiens, Clémence, vas-y. T'as plus de place, essaye de leur montrer si arrière, tu peux. hein, donc, franchement, comme une voiture de rallye. Ouais, mais c'est exactement. C'est une petite voiture de rallye, très sympa. Franchement, validé ce concept. Et du coup, c'était quoi la super surprise? Alors, tu sais qu'on est, on aime aussi la moto, hein, le deux roues, l'Automobile Magazine. Il y a quelques motards dans l'équipe, et voilà. Et c'est ce concept-là, moi, qui me fait marrer. Alors surtout, qui me rappelle mes jeunes années quand j'ai commencé. Bah d'ailleurs, il s'appelle CE. Alors, il s'appelle CE Vision. Bon, c'est la base du scooter électrique, hein, CE04. Ouais. Et le C1, pour rappel, c'était un scooter assez révolutionnaire quand il est sorti il y a une grosse vingtaine d'années maintenant, puisque en fait c'est un scooter avec un toit. Oui, ça je m'en souviens. Et tu pouvais le conduire sans casque. Donc tu avais BMW qui parvenait à faire homologuer, il y avait des ceintures. Tu avais des ceintures de sécurité, etc. Alors, à la fois, c'était le point fort, c'est que tu circulais à l'abri des intempéries à peu près, parce que tu n'avais pas non plus des portières sur les côtés. En revanche, d'un point de vue technique, la vraie contrainte, c'est que tu mets beaucoup de points en hauteur. Et bon, le point en hauteur, sur un véhicule, c'est compliqué. Sur un deux roues, c'est encore plus compliqué. Alors là, quand même, ils sont
Ce qui est assez marrant, c'est que tu peux imaginer que ça pourrait arriver en série parce que là, tu as juste l'arceau, mais en fait, tu as juste à rajouter un toit assez léger et un pare-brise et ça fait la farce. Et d'autant plus que je te ferai remarquer qu'il y a les deux ceintures. Peut-être pas les longues portées. C'est vrai qu'il y a si, les longues portées, il est faux. Pour les appels de farce, moi j'aime bien. Je trouve ça assez chouette. Ouais, je trouve ça marrant en tout cas, c'est plutôt cool. Mais voilà, donc, et encore un X3 derrière. Petit tour du stand BM quoi. Bon, après, ils jouent à domicile. Hein. Oui, c'est vrai que là on est un peu chez eux. Ça, c'est sûr. Merci en tout cas Pierrot. Et puis nous, on va continuer notre petit tour du salon. Bon, forcément, un salon où il y a des voitures mais où il n'y a pas de simu, c'est un mauvais salon. Et comme je suis un gamin, bah, j'en ai vu un, je m'arrête. Une chose que je m'attendais pas franchement à trouver, mais qui est quand même là, c'est la Caterham Project V. Caterham, normalement, vous devez connaître, vous savez, des petites voitures de sport sans toit, c'est un peu des baignoires avec un moteur à l'avant, 4 roues, c'est tout. Là, en l'occurrence, ce serait peut-être leur première voiture vraiment coupée, fermée, jolie, etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que celle-ci est électrique. Pas mal de techno à l'intérieur, notamment un partenariat avec Sync Mobility qui leur permet d'avoir des batteries qui sont un petit peu inédites puisque les cellules de ces batteries sont refroidies directement à l'intérieur. C'est pas tout un système qui passe autour des cellules, etc. Là, ça permettrait de garder une température du coup à peu près constante tout le temps et donc d'avoir des bonnes performances tout le temps, des bonnes performances de charge tout le temps. Bref, pour une voiture de sport, c'est un peu l'essentiel et je trouve ça super intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le modèle de série. Pour l'instant, on est vraiment sur un concept très proche de la réalité. Ça devrait arriver normalement vers 2027. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de promesses. On parle d'une voiture de sport électrique qui ferait à peu près 1,2 tonne. Donc c'est quand même franchement pas mal. 272 chevaux. Franchement, c'est plutôt intéressant. Et vous pouvez le voir à l'arrière avec le dessin qui est là-bas. En fait, à l'inverse de pas mal de voitures électriques où c'est un peu une plateforme skateboard avec les batteries au milieu des deux essieux, ici on a plutôt un peu de poids à l'avant, un peu de poids à l'arrière. C'est bien pour l'équilibre des masses. Et surtout, un des ingénieurs qui bosse sur le projet nous indiquait que eux, ils aiment bien faire ça chez Caterham parce que ça leur permet d'avoir des voitures qui sont très joueuses et très rigolotes. Plutôt que des voitures avec les masses au centre de l'auto, ce qui donne une voiture plutôt stable. Eux, ils veulent un truc plutôt sympa et plutôt fun à conduire. Donc vraiment, quand ça arrive en série, si ça arrive bien en série, je l'espère, mais ça a l'air bien, en tout cas bien entamé, ça devrait être une voiture franchement sympa et franchement rigolote. Et en plus, côté design, Cocorico, c'est un Français qui l'a dessiné, Anthony Gianarelli, qui d'ailleurs a créé sa propre marque de voiture, vous connaissez peut-être Gianarelli. Et donc ça nous donne une voiture, moi ça me fait un peu penser à une Alpina 110. Il y a un peu de pas mal d'autres sportifs dedans, mais je trouve ça très cool. Et en tout cas, c'est sympa de voir une petite marque comme Caterham arriver avec ce genre de produit parce que finalement, c'est quand même super ambitieux dans le monde des sportives électriques. Et parce qu'ils sont sympas chez Caterham, écoutez, on peut aussi vous montrer l'intérieur du concept. Ça arrive pas souvent sur les prototypes, mais là on peut le faire. Et ce que j'aperçois, c'est un tout petit écran, très peu de commandes, un petit volant. Bref, on est assis très très bas. Regardez, comme sur les Caterham thermiques classiques, je peux toucher le sol. Ça, c'est super important. Et c'est aussi le fait d'avoir pas un pack de batterie au milieu de la voiture qui permet ça. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis, en fait, on est vraiment sur une voiture qui rappelle les gènes de Caterham. C'est simple, c'est destiné au plaisir de conduite. Il n'y a rien d'autre que de la performance et du plaisir pris au volant. Donc franchement, ça fait plaisir à voir. Je pense qu'on est en train de voir de plus en plus de voitures électriques qui sont en train de revenir vers la base du plaisir de conduite, etc. C'est pas parce qu'on a ce genre de technologie et pas une voiture thermique qu'on peut pas s'amuser avec une voiture. En tout cas, c'est ce qu'essayent de démontrer du coup des constructeurs comme Caterham avec des voitures comme ce projet-là. Et vous savez quoi, il y a un truc rigolo dans cette caisse. Tiens, viens voir Clémence. En fait, c'est une 3 places. C'est un peu improbable, j'aurais pas voulu dire, j'aurais pas parié là-dessus. Mais voilà, je trouve ça plutôt rigolo. Bref, j'ai hâte de voir ça en série. Et nous, en attendant, on va aller continuer de faire notre petit tour du salon et voir ce qu'on peut trouver comme petite pépite. Il y a un truc trop bien avec les salons, c'est qu'on se balade comme ça au pif dans les halls. Voilà, il y a des alarmes qui se mettent en route, je reviens dans 2 secondes. Bon, on est un petit peu off topic, mais forcément, on est à Munich. À Munich, il y a un truc qui s'appelle le Motor World, qui est absolument un passage obligé pour tous les fans de voitures. Ils ont quand même un petit stand ici. Il n'y a rien de moins qu'une 911 Speedster, rien que ça. Là, on est chez Leapmotor, un peu plus de monde déjà. On a changé de hall, vous le voyez. Concept assez important derrière, il s'appelle l'AFA 5, ça donnerait a priori la B05 pour la version de série. C'est surtout une petite compacte électrique qui viendra du coup compléter la gamme Leapmotor. Vous savez quoi, on va faire un petit peu le tour, suivez-moi. J'essaie de ne pas couper les vidéos de tout le monde et les photos de tout le monde, je suis quand même un mec sympa. Mais surtout, ce qui fait plaisir à voir sur cette future B05, c'est vraiment le côté compact et le côté voiture dédiée un petit peu à l'Europe. Et ça change un petit peu des SUV.
Je pense que c'est pas mal, je pense que ça peut leur faire du bien et surtout qu'avec ce genre de produit, les constructeurs chinois peuvent percer peut-être plus facilement en Europe qu'avec des très gros SUV super chers, blindés de technologies qui sont certes impressionnants, mais qui finalement ne trouvent pas vraiment leur public. Alors que là, ici, bah, c'est totalement le genre de voiture que les clients européens pourraient acheter. En revanche, j'ai quand même un petit truc à dire côté design. Si vous regardez un petit peu les feux à l'arrière, vous n'allez pas me dire que c'est pas inspiré de Porsche quand même. Salon allemand, évidemment impossible de ne pas passer sur le stand Mercedes, surtout quand il y a un concept aussi intéressant que celui-là. Le GTX-X, ça préfigure ni plus ni moins que la prochaine AMG GT 4 portes qui sera 100% électrique. Ça devrait arriver dès l'année prochaine, donc normalement on le verra assez vite. On nous a dit que franchement le concept est relativement proche de la série, donc j'ai hâte de voir ça. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'ils ont battu des tonnes et des tonnes de records avec cette voiture. Sachez qu'il y a 3 moteurs électriques là-dedans, à flux axial. On est sur 1360 chevaux, on est sur une voiture qui, pendant ses records, a chargé à 850 kW de charge. Et on nous a dit qu'après ça, ils ont refait des tests, ils sont même montés jusqu'à quasiment 1 MW de puissance de charge. C'est juste absolument lunaire. Évidemment qu'on ne retrouvera pas ça sur la version de série, pardon. Mais en revanche, ce sera quand même quelque chose qui, a priori pour Mercedes, sera à la pointe de la pointe de la pointe de ce qu'ils peuvent proposer. Ils ont quand même fait un tour du monde, donc c'est l'équivalent d'un peu plus de 40 000 km en moins de 8 jours. Et ils ont battu une série de 25 records au global quand ils ont voulu faire du coup tout ce qu'ils ont fait avec cette voiture. Je trouve ça super impressionnant, je trouve ça assez rigolo. Le orange plus la calandre, ça me fait vraiment penser à la C111 des années 70. Bon voilà, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, le futur de Mercedes, en tout cas sur la performance électrique, ça ressemble à ça. Et là maintenant, on va laisser la place à nos petits potes de Turbo, parce que eux aussi, il faut qu'ils bossent. Allez les gars, c'est à vous maintenant. Merci. Hein. Merci. Et dis donc, ouais. moins de 3 minutes. T'as vu, franchement, hyper fort. Pas mal quand même. Il est fort, il est fort. Pierre, faut le garder. Hein. Pierre, faut le garder. Merci, t'as entendu chef? Petit break pas inintéressant dans les voitures, puisque le groupe Volkswagen, via Ducati, qui appartient du coup au groupe, vient nous montrer que le premier véhicule de test qu'ils ont pour utiliser des batteries solides, c'est ça. C'est une super sportive Ducati, du coup vraiment moto destinée au circuit, d'ailleurs elle est en pneus slick. Pour l'instant c'est absolument pas une moto qui sera déclinée en série ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment leur premier véhicule sur lequel ils testent ce genre de technologie. Ils sont en partenariat avec QuantumScape pour les batteries, et donc du coup on a tout ce pack de batteries là qu'on peut voir, qui est du coup dans cette super sportive italienne, qui est plutôt stylée, je vais pas vous mentir, mais bon, n'étant pas un grand expert de la moto ni quoi que ce soit, je me garderai bien de vous donner quelques informations autres là-dessus parce que je ne sais pas, et surtout en fait ils nous ont rien dit, même pas le nom du concept. Tout ce qu'on sait pour l'instant c'est que cette moto là, voilà, c'est la première chose avec laquelle ils travaillent sur les batteries solides, et à terme bien sûr l'idée c'est de le développer sur plein d'autres véhicules s'ils trouvent que c'est une technologie qui fonctionne. Mais plutôt intéressant en tout cas, c'est marrant d'avoir fait ça sur une moto je trouve. On est chez Opel, j'ai retrouvé Pierre. Bon, qu'est-ce qu'on a à voir ici? Explique-nous un peu. Déjà, deux véhicules. Alors, un qui est un véhicule très proche de la série, deux séries, hein, c'est un Moka. Hein. Donc, c'est un Moka GSE. C'est évidemment une version 100% électrique, sportive. Tu sais quoi? J'étais assez bluffé par l'Abarth 600e, sur lequel je misais pas un copec et qui était plutôt sympa à conduire. Donc, en vrai, c'est un peu la même chose recarrossée, on est d'accord? C'est la même base véhicule, donc bien ça peut sûr. Être sympa. C'est la politique de groupe chez Stellantis. Il y aura aussi un petit peu de cette technologie-là, même beaucoup dans la future 208 GTI. Absolument. Et toi, tu avais essayé le Junior Veloce, si je dis pas de bêtises. Exact. Pareil. Ça a été la première application, et d'ailleurs c'était plutôt pas mal en termes de sensation de conduite. Donc, pour qui aime les voitures électriques. Électriques, bien entendu. Évidemment. Voilà. Non, mais après le truc de fou, c'est ça quand même. Alors, c'est un truc de dingo parce qu'effectivement il est extrêmement spectaculaire, hein, ce concept car Corsa Vision, mais il ne s'appelle pas Corsa Vision pour rien, parce que dans ce véhicule on va retrouver bien pas mal de choses qui vont arriver sur la Corsa de série. Je pense que la signature lumineuse notamment c'est un bel indice. Ah oui, c'est ça m'a été confirmé par des gens de chez Opel. Avec par contre des vrais blocs phares. Là c'est juste la signature LED et tout. Mais exactement, on verra. Après tu sais, en matière d'éclairage, l'homologation elle évolue extrêmement vite, donc on verra ce qu'ils vont nous amener derrière. Absolument. Et puis au-delà de ça, alors pour le délire, on l'oublie souvent, mais Opel c'est une marque qui a enfanté énorment de voitures sportives. Ouais, c'est vrai. Voilà, il y a même eu une Omega Lotus, souviens-toi. Oui, absolument. C'est très vieux, mais voilà, c'était une voiture, une berline un petit peu comme la M5, mais bien avant les M5 et Mercedes AMG actuels. Et puis ce concept car là, c'est aussi une voiture de course, donc avec des technologies. Je crois que tu étais un petit peu tout à l'heure en train de regarder les amortisseurs à l'arrière. Oui, tout à fait. C'est assez ouf. D'ailleurs, je pense que Clémence vous insérera un petit plan de coupe là-dessus. Mais oui, amortisseurs montés en inboard, etc. Enfin, ça, c'est ce qu'on a sur une voiture de course. Absolument, c'est absolument pas ce qu'on retrouvera sur le modèle de série. Mais c'est assez rigolo quand même, je trouve.
Elle s'appelle Vision parce que c'est Vision Gran Turismo, non? Elle est aussi dans le jeu. Oh, alors, je ne sais pas, je ne joue plus aux jeux vidéo depuis très longtemps, tu sais, je suis trop vieux. Mais Vision, généralement, souvent, ces dernières années pour les concept cars, Vision, c'est la vision du futur, futur Corsa, bien sûr ici. Mais ouais, franchement, très cool. Sympa Opel, sympa. Petit aparté qui n'a rien à voir. Ça, c'est juste une des meilleures 911 à conduire, autant sur la route que off-road. La 911 Dakar, absolument incroyable. J'espère vraiment qu'ils feront une version Dakar facelift sur la 992.2. Ça pourrait être super sympa. Et c'est marrant, je trouve que c'est ce côté supercar là, qui deviennent un peu des 4x4. Il y en a de plus en plus. En tout cas, il y a eu ça, il y a eu la Sterato chez Lamborghini. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'est vraiment un concept qui est très sympa. Pierre, on est chez Forcing. Dongfeng Forcing, vas-y éclaire un peu ma lanterne. La même maison. Forcing, c'est en fait une marque de Dongfeng. Dongfeng, il faut savoir que c'est un très gros constructeur chinois, puis surtout l'un des plus anciens. Alors, si ma mémoire est bonne, sa naissance remonte à la toute fin des années 60. Alors évidemment, au départ, ce n'était pas forcément un constructeur automobile à part entière tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais maintenant c'est un très très gros acteur, numéro 2 en Chine. Alors ils viennent présenter plusieurs produits. Ici, ce ne sont pas les seuls à être là. Absolument. Et c'est pas mal de produits qu'on n'a même pas chez nous. Enfin, chez nous, en France, je veux dire, c'est pas forcément des voitures qu'on a. Il y a parfois sur le marché européen des petites surprises. Alors, je pense notamment à l'Espagne où il y a des marques chinoises qui sont implantées mais qu'on n'a pas encore chez nous parce que le marché français il est un petit peu particulier aussi, tu sais, en termes de fiscalité, c'est quand même pas super simple. Quand ça vient pas d'Europe, ça devient de plus en plus dur. Voilà, mais au-delà de ça, en fait, surtout, alors, tu vois, on a l'impression que les constructeurs chinois viennent avec une vague massive conquérir le continent européen. Moi, j'appelle un petit peu à se calmer par rapport à ça, parce que le coût du constructeur chinois qui a envahi l'Europe, en fait, moi je me souviens d'il y a très très longtemps, un mondial de Paris avec Great Wall, qui est un très grand nom aussi de l'industrie automobile chinoise. Absolument. Et Great Wall, il y a plus de 20 ans maintenant, devait casser la baraque avec un 4x4 et finalement, il y avait pourtant un réseau, on ne l'a jamais vu. Il était notamment catastrophique, notamment en termes de sécurité. On n'en est plus là aujourd'hui. Les Chinois proposent des produits plutôt sérieux qui rivalisent sans aucun problème avec les marques européennes en termes de technologie et tout. Et parce qu'il y en a qui ont vraiment compris comment faire des voitures qui plaisent aussi aux Européens. Voilà, il y a ça. C'est-à-dire que là où on doit pondérer notre propos, c'est que déjà des constructeurs chinois, il y en a énormément en fait. On n'en a qu'un tout petit aperçu ici. Et la plupart de ces constructeurs chinois vont peut-être mourir parce que globalement, c'est une industrie qui a été florissante. Il y a eu un appel d'air énorme aussi impulsé par le gouvernement chinois pour mettre la Chine sur les routes. Mais il y a trop de marques. Il y a des difficultés pour écouler les produits sur place. Il y a d'ailleurs à l'heure actuelle des mesures, notamment de prêt à taux zéro, etc., pour essayer d'absorber au niveau du pays l'énorme capacité industrielle qui a été mise en place. Alors la porte de sortie pour certains, c'est effectivement d'aller conquérir de nouveaux marchés, mais bon, je t'apprends rien, au niveau de la politique internationale, c'est un peu compliqué. Les États-Unis se protègent énormément. C'est un peu compliqué. Les Asiatiques se protègent aussi. Le Vietnam, par exemple, est un pays ultra protecteur pour son constructeur national, VinFast. Donc la porte de sortie éventuelle pour les constructeurs européens, c'est l'Europe, sauf qu'en Europe, c'est le marché le plus compliqué du monde, avec les acheteurs aussi les plus exigeants au monde. Absolument. Et puis il y a beaucoup de constructeurs chinois qui ont fait le pari d'arriver en Europe uniquement avec le 100% électrique. Alors c'est pas un tort, parce que l'Union européenne avait mis en fait un calendrier très contraignant nous amenant à aller rouler avec cette technologie-là, sauf que... Qui est régulièrement remis en cause. Qui devrait peut-être être encore remis en cause, tout simplement pourquoi? Parce que celui qui décide, c'est le consommateur. Et le consommateur, à l'heure actuelle, il hésite, il ne sait pas, et on se retrouve finalement avec des parts de marché aux alentours entre 15 et 20% selon les pays européens. Donc mine de rien, c'est grosso modo moins d'une voiture sur 5, enfin une voiture sur 5 qui est vendue, qui est 100% électrique. Donc ça fait un gâteau qui est tout petit pour les constructeurs chinois qui ont misé là-dessus. En fait, l'avenir s'annonce un peu plus radieux pour ceux qui se sont implantés les premiers. Les premiers et qui avaient la volonté de faire autre chose que juste transposer une gamme qu'ils ont et d'essayer de développer des produits pour Il y a une adaptation. Pour moi, la meilleure, je le dis à chaque fois, mais pour moi, la meilleure représentation de ça, ceux qui y arrivent le mieux, c'est MG. Oui, MG en vrai, c'est un peu le meilleur élève là-dedans. C'est un bon exemple. Alors MG, comme tu le soulignais, parce que MG, ils ont maintenant un centre de développement en Angleterre. Ils développent des voitures en Allemagne aussi. Ils développent en Europe. Et puis au-delà de ça, surtout, c'est que MG, ils n'ont pas tout misé
disais sur le 100% électrique, il y a aussi de l'hybride. Ouais. Alors après, BYD monte en puissance aussi sur la thématique hybride pour le moment avec du PHEV, de l'hybride rechargeable, mais ça ne posera aucun problème s'ils ont besoin de sortir du HEV. Ils ont une capacité aussi d'adaptation qui est extrêmement importante. Et de construction aussi, voilà. de production qui est folle. Et puis l'autre acteur aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est XPeng, même si XPeng, eux, eh bien, ils ont un positionnement déjà qui est un peu plus haut de gamme en termes de prix absolument. Et tout. Donc ça, c'est un vrai pari, gonflé. On verra si ça fonctionne ou pas. Mais d'ailleurs, ça peut aussi être le cas d'Aito. Hein, tu vois, on est devant chez eux. Et typiquement, c'est pareil. Quand tu regardes les voitures, c'est pas les voitures à pas cher low cost que tu t'attends à voir, entre guillemets, quand tu penses à une voiture chinoise. Pas forcément, mais en fait, pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure en préambule, c'est que, alors, présenter une voiture sur un salon, c'est une chose. La vendre dans un pays, c'est compliqué. Et en fait, c'est pas d'un coup de baguette magique que ça se passe. Il faut un réseau de distribution, il faut faire connaître sa marque, il faut donner confiance en sa marque. Ouais, absolument. Et globalement, le plus gros challenge, il est là. Il est là, ouais. Mais c'est intéressant quand même de voir, je trouve un peu tous ces acteurs qui sont là, qui arrivent. Est-ce que c'est que des effets d'annonce? Est-ce que c'est que du vent? Bon bah... Le client est roi. Hein. On verra, tu sais, c'est la grande et belle histoire de l'automobile, c'est que des constructeurs dont on a totalement oublié le nom, il y en a eu aussi en Europe énormément au tout début de l'automobile. Je crois même, quelqu'un de la profession, on en parlait récemment, m'expliquait qu'il y avait eu un bottin, c'est voilà, un bouquin comme ça, qui avait été édité pour les constructeurs automobiles uniquement des Hauts-de-Seine. Dans les années 20, donc ça donne un ordre d'idée du nombre de constructeurs. Voilà. Je ne sais pas si on retendra ça aujourd'hui, mais quand même. Bon, bah écoute Pierrot, je crois qu'il va être temps pour toi de y aller, non? J'ai un avion à prendre, j'allais. Voilà, c'est ça. Bon, bah alors nous, on prend un vol un peu plus tard. Du coup, on va terminer tranquillement notre tour ici. Et puis surtout, demain, c'est là que ça va être important, on va voir le vrai salon pour les clients. Voilà, qui pourront se balader dans les rues et voir les vraies voitures. Ce sera plus axé produit que ce qu'on fait là maintenant. Bon, à bientôt. Salut Jenny. Salut. Bon, vous l'avez vu, on a changé de décor. 3e jour pour nous sur ce salon de Munich et on est enfin arrivé à l'espace ville. Alors, ça va ouvrir dans peu de temps pour le public. Là, c'est vraiment la finalisation. C'est en train un peu de se mettre en place. Et du coup, regardez comme c'est stylé d'avoir un salon en ville. On est là en plein milieu d'une place. Et regardez, là, on arrive. Ce premier stand qu'on va vous montrer, c'est le Cupra. Franchement, sacré gueule quand même, non ? Ouais, ce qui est très cool avec Cupra, c'est qu'avant l'ouverture au public, ils nous ont permis d'avoir 5 petites minutes avec leur nouveau concept, le Tindaya. Alors vous voyez, c'est un concept car, il y a des écrans partout à l'avant, mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont joué un petit peu avec leur signature lumineuse qui arrive sur les écrans, qui remonte ensuite. Bref, Cupra parle de rêve, de manifeste. C'est déjà quelque chose qu'ils avaient fait avec un concept qui s'appelait Tavascan et qui est sorti directement en série après. Moi, je pense que c'est une voiture qui sortira d'ici quelques années sans trop de changements. Alors, quand je dis sans trop de changements, les jambes de 23 pouces, vous allez oublier. Il y a pas mal de solutions techniques dessus, typiquement à l'arrière. Vous le voyez sur les ailes, là, ça arrive. On a l'impression que c'est de la fibre de carbone. En fait, c'est plutôt de la fibre de lin, c'est de la fibre naturelle. Est-ce qu'on arrivera à traduire quelque chose comme ça en série? Je ne sais pas, parce que techniquement parlant, pour la rigidité, je ne sais pas trop ce que ça donne. Mais en tout cas, il y a des chances qu'on en voit arriver un profil plutôt SUV, quelque chose d'assez surélevé, très fuyant à l'arrière. Bon, après, on peut quand même se poser la question. Cupra fait beaucoup de SUV. Pour une marque qui se veut un peu sportive, on aimerait bien aussi voir autre chose. Il y a 2 ans, ici avait été présenté le concept Dark Rebel. Je ne suis pas sûr que Dark Rebel arrive en série aussi vite que peut arriver ce Tindaya. Mais voilà. Quelque chose aussi assez sympathique. On a déjà vu sur les Cupra actuels dans la gamme le bandeau lumineux à l'arrière, le logo rétro-éclairé. Ici, ça a été remplacé par des écrans. Toujours pareil, c'est un concept, je ne sais pas si c'est vraiment traduisible en série, mais c'est assez sympa, c'est cool de voir que Cupra en fait retravaille un petit peu ses codes et son design. Moi je trouve ça plutôt sympathique, je trouve que la voiture est vraiment très musculeuse, très agressive. Bref, il y en a un peu dans tous les sens, ça en met plein les yeux, mais c'est un peu aussi l'ADN de la marque. Et ce qui est assez cool sur un concept, c'est qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Donc notamment la cinématique des portes qui s'ouvre en antagoniste comme ça, franchement c'est assez magnifique. Alors encore une fois, sans montant au milieu, des portes qui s'ouvrent de cette manière, je ne suis pas sûr qu'on le retrouve en série, mais c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Venez, on va voir un petit peu l'intérieur. Ça, c'est assez rare, c'est pas tous les concepts où on peut vraiment vous montrer un petit peu comment ça se passe dedans. Alors, je ne vais pas m'asseoir sur les sièges parce que même si je suis léger, vous le voyez,
En dessous, il n'y a rien là du tout, ils sont juste tenus sur le montant central. Donc du coup, pour préserver le concept, on va essayer de faire attention. Un intérieur très très futuriste, le volant façon Formule 1, pareil, je pense que c'est pas quelque chose qu'on retrouvera en série. Mais ce qui est plutôt sympa, regardez, si on va sur la console centrale, vous voyez ce prisme ici. En fait, ça sert à changer les modes de conduite. Par exemple, si j'appuie là-bas, hop, vous le voyez, il y a tout qui change. L'ambiance lumineuse a changé, tous les compteurs ont changé, on est vraiment passé dans autre chose. Donc je trouve ça assez sympa. Ça, c'est quelque chose qui est assez facilement traduisible en série, qu'on pourrait retrouver. Et quand vous regardez un petit peu plutôt vers l'arrière, il y a toujours cet effet très organique qu'on retrouve souvent chez Cupra, notamment dans le Tavascan, tout ce qui est console centrale. Je trouve que ça a donné un petit peu ce genre de choses. Alors ici, c'est poussé à l'extrême parce que c'est un concept. Mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça se passe niveau technique. On est plutôt sur une voiture électrique, hein, bien sûr. Mais on ne sait pas trop ni en capacité batterie, ni en puissance, ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, regardez dans quelques années, moi je parie qu'on va la voir arriver en série. Et si on poursuit la petite visite du stand Cupra, bon alors je vous l'ai dit, c'est pas encore tout à fait ouvert au public, donc il y a encore des voitures bâchées, etc. Mais bon, vous le voyez, ça ressemble beaucoup plus à un stand d'un salon automobile, comme on a l'habitude de les voir. Regardez, si on va de l'autre côté, en fait, on retrouve tout simplement les modèles qui sont actuellement vendus dans la gamme Cupra. On a ici un Terramar, au fond, on a une Leon, ici, on a un Formentor. Et ici, là, ce qui est présenté, c'est les Tribe Edition. En gros, chez Cupra, c'est un peu leur édition spéciale. Alors, évidemment, c'est comme une finition, etc. Donc, c'est pas ouvert forcément à toutes les motorisations. Mais voilà, c'est ici que le public peut venir voir les voitures, peut venir monter dedans, etc. Comme un vrai salon de l'auto. Donc, ça ressemble un peu plus à ce que vous connaissez déjà, plutôt que le côté B2B du Messe. L'entrée sur le stand Mercedes, ça se fait juste là. Et on est accueilli tout de suite par une 280 SE, la grande classe, années 70. Et puis, bah, un peu sa descendante derrière, hein, classe E. Venez, on va se balader un petit peu autour des voitures, voir ce qu'il y a sur le stand, voir tout ce qu'ils proposent. Maybach SL, tant qu'à faire. Hein. L'AMG GT coupé, un Classe G électrique que j'ai essayé, que j'ai adoré. Il y a une vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'on a derrière? Mercedes EQE. Ici, on a un CLE AMG, ça c'est sympathique. Les nouveaux CLA, bien sûr. Alors, je vous avais parlé du Shooting Brake sur la chaîne, mais il y a aussi, bien sûr, cette version berline. Alors, c'est la 250+, ça, je pense que c'est l'électrique, absolument. Et, c'est sympa, regardez. Je peux vous montrer ça. On a côte à côte le CLA électrique et le CLA hybride. Et en fait, ce qui change, c'est juste la calandre. Regardez, ici, elle est ouverte forcément, c'est une voiture avec un moteur thermique dedans, donc on a besoin de refroidissement, tandis que là-bas, elle est pleine, et les étoiles, du coup, sont rétroéclairées. Mais c'est un peu le seul moyen de différencier les deux voitures. Allez, allons voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Là-bas, je vois au fond un peu la star, la vraie grosse nouveauté de chez Mercedes cette année, et qu'on n'a pas pu vous montrer au messieurs parce que la voiture était totalement prise d'assaut. C'est bien sûr le GLC électrique. Alors, je ne vais pas aller en détail dessus. On a une vidéo complète sur la chaîne si ça vous intéresse. Donc, vous aurez toutes les infos sur cette voiture. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite de votre écran, comme ça vous saurez tout. Mais juste, qu'est-ce que vous pensez de cette calandre, vous? Parce que c'est ça, en fait, qui distingue vraiment ce GLC électrique de la version thermique. Rétro-éclairé, comme ça. Moi, je trouve ça un peu particulier. J'aime bien que ça rappelle le dessin d'époque. Mais voilà, on a des petits pixels à la place des grilles d'aération. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. C'est vraiment la grosse nouveauté, on va dire, de Mercedes cette année sur le salon de Munich. Pour finir, ça c'est très sympa. Je vous ai déjà parlé l'autre fois quand on était au Messeux du concept. AMG GT XX, alors c'est toujours le même, sauf que celui-ci, vous le voyez, il est dégueulasse parce que c'est celui-là qui a battu absolument tous les records. C'est marrant, mais un peu comme les voitures de course historiques, je trouve ça super sympa que Mercedes ait gardé ça, et un peu comme un témoignage de ce qu'ils ont fait avec cette voiture. C'est plutôt sympa, je trouve. Voilà, tout ça s'est retrouvé du coup sur le stand Mercedes de Munich. Bon, on est arrivé dans la rue principale où globalement vous aurez la plupart des stands. Alors on va faire un petit tour, moi je suis repassé en mode touriste, hein, j'ai ma veste, j'ai mon sac, etc. Mais venez, on va regarder ce que proposent les différents constructeurs. Et ça démarre ici avec Kia. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a sur leur stand. Ça démarre, là je vois un EV5, j'ai jamais vu en vrai ça encore, ça m'intéresse. Là il y a un EV3, ça vous connaissez déjà, on vous a fait déjà un essai sur la chaîne, etc. EV5, alors, la signature lumineuse est très Kia, ça ressemble toujours à un concept car. C'est pas mal,
C'est un EV3 en plus gros en fait. J'ai l'impression d'avoir un EV3 avec un empattement un petit peu allongé. La signature lumineuse à l'arrière, regardez. Je trouve que ça fait très Volvo moderne. Je sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai l'impression de voir. Mais ça reste des voitures très dessinées. J'aime bien qu'il y a vraiment un parti pris qui est très spécifique. Ça ressemble vraiment à rien d'autre. Toutes les Kia, c'est dès qu'on en voit une, maintenant, on sait ce que c'est. Là, on a le concept de l'EV2 qui préfigure du coup quelque chose de bien plus citadin, plus petit. Je trouve ça assez intéressant. Les feux à l'arrière me font penser au Niro qu'on a essayé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. À chaque fois, je vais vous renvoyer vers plein de vidéos, hein, vous avez compris. C'est plutôt pas mal cette EV2. Pas sûr qu'on retrouve en série tout ce qui est plastique comme ça, moucheté, même si c'est un peu à la mode parce que c'est souvent des matériaux recyclés. Plutôt sympathique, j'aime bien. Ensuite, je viens de... Désolé, la télé italienne, excusez-moi. Hop, pardon. On arrive ensuite à un EV6. GT, ça c'est très sympathique comme voiture. J'aime bien le V6 depuis le restylage, je trouve que les nouveaux phares lui ont donné vraiment quelque chose de très différent par rapport à avant et de bien plus actuel. Le V6 quand c'est sorti pour moi ça faisait presque un tout petit peu vieux et là je trouve que ça l'a bien rajeuni ce petit restylage. EV3 bien sûr vous connaissez et on termine par le gros bébé de la bande, le V9 GT qui peut avoir des configurations 6 ou 7 places. C'est assez marrant d'ailleurs, les sièges arrière de la configuration 6 places peuvent pivoter etc. C'est une voiture qui est plus faite pour les grands voyages etc. Et bien sûr, Kia ici avec que des voitures EV n'a amené que des voitures, que sa gamme électrique. Volvo, il y a à peu près la même chose qu'au MSE, on retrouve le X30 Cross Country, le S90. Ce qui change, c'est qu'ils ont aussi amené leur SUV, alors électrique pour le coup, non, électrique pardon, EX90 et non pas XC90, ça c'est la version thermique. Voiture que Pierre Lefebvre est allé essayer aux États-Unis et qu'il avait plutôt bien aimé. Si on dirait qu'on va prendre le départ d'un compris, c'est parce qu'on est sur le petit stand Lego. C'est assez sympa, je trouve qu'il n'y ait pas que des constructeurs qui soient là présents au salon. Et alors là, vous la voyez pas parce qu'elle est derrière la caméra, mais on a une grande fan de Lego F1 avec nous. Elle m'a dit elle je l'ai, elle je l'ai, elle je l'ai, elle je l'ai. Je crois que ce qu'elle n'a pas, c'est la safety car. Donc cotisez-vous, offrez-lui la safety car parce qu'elle fait quand même du super taf et ça lui ferait super plaisir. Non, sinon ce qui est rigolo surtout, c'est ça là. Cette réplique grandeur nature de la McLaren Lego, je crois, vu la gueule des pneus, etc., que c'est vraiment les voitures avec lesquelles les pilotes ont fait leur parade, qui étaient probablement les highlights de cette année en F1. J'ai trouvé ça absolument incroyable, cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez voir les pilotes de F1 qui se tirent la bourre avec des Lego F1, c'était assez sympathique. Quel Grand Prix, Clémence ? Miami, c'était le Grand Prix de Miami. Bon bref, voilà, un stand Lego assez sympathique, il y avait 2-3 petits simulateurs aussi au début. Bref, c'est toujours cool, on est autour de l'automobile, mais on n'est pas vraiment focus sur du produit pur et dur. Mais c'est sympa, ça donne un côté un peu... Ça nous rappelle qu'on est un peu tous des grands enfants quand même. Bon, on arrive sur le stand Hyundai. Oula, j'ai failli tomber aussi. Les aléas du direct. Et on est accueilli par une voiture qui malheureusement n'existe plus chez nous. La Ioniq 6, on l'avait, on ne l'a plus et du coup on ne profite pas de son restylage. Et c'est bien dommage parce qu'elle se rapproche bien plus du concept Prophétie qui était très cool. C'est bien moins lourdeau, la face avant est affinée, à l'arrière c'est affiné également. Et puis là en plus on l'a en version N, qui est la version sportive. Donc on a jusqu'à 650 chevaux, mode drift, etc. Bref, c'est une élégante berline. Et je trouve ça bien dommage que malheureusement en France ce soit terminé et qu'on puisse plus l'avoir. Mais franchement c'est plutôt sympa, non? Une berline avec un aileron comme ça, il n'y en a quand même pas des masses. Bon, on va aller voir un peu ce qu'ils proposent d'autre chez Hyundai. Parce que là-bas j'aperçois un truc qui m'émoustille. Je parle pas du Kona, c'est sympa, mais voilà, je parle de cette chose-là. Ce concept qui s'appelle Insteroid, qui a été créé par les équipes de design en Europe de Hyundai et qui part du tout petit, de la toute petite, la micro-citadine Inster, que j'ai déjà essayé sur la chaîne et que j'adore. Et ils ont dit, ça peut être marrant pour une base d'un truc un peu sportif, complètement what the fuck, est sorti d'un jeu vidéo. Et donc ça donne cette chose-là, avec des pneus monstrueux, des ailerons, mais à n'en plus finir. Je trouve ça absolument génial. Et j'ai ouï dire que dessus, il y a un fameux mode drift et on peut vraiment s'amuser avec. Donc Hyundai, je vous en conjure, si jamais vous faites un truc avec, invitez-moi, je veux drifter un Insteroid. Bon alors là c'est vraiment le bordel parce qu'on est sur la très grosse nouveauté, le concept du stand Hyundai. On va essayer de se frayer un petit chemin. Tac tac. Le Concept 3. Déjà vu par notre ami Didier, il y a une vidéo complète sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Moi c'est la première fois que je le vois.
très sympa. Et je retrouve ce que disait Didier, ça ressemble un peu à un Veloster. Je sais pas si vous vous souvenez de cette voiture chez Hyundai qui était asymétrique avec des portes qui n'étaient pas les mêmes des deux côtés. Dans la forme générale, ça ressemble vraiment à ça. Je suis pas sûr que on soit exactement sur un modèle de série, en tout cas sur tous les matériaux employés, etc. C'est sûr que non. Les vitres jaunes, bon bah, vous avez la réponse. Mais assez sympa, franchement, j'aime bien. C'est frais et ça change un petit peu. Contrairement à Kia, le stand qu'on a fait tout à l'heure, où je vous disais qu'ils ont vraiment une patte graphique, tout le monde fait un peu son truc, etc. Chez Hyundai, finalement, on va s'éloigner parce qu'il y a trop de monde. Excusez-moi. Chez Hyundai, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, toutes leurs voitures sont assez différentes, même au sein de leur gamme électrique, etc. Ils ont quelques petits gimmicks de style, typiquement les pixels, ce genre de choses, on les voit un peu partout. Mais à chaque fois, ils essayent de faire un design différent et de donner une identité vraiment à chaque voiture. Et je trouve ça aussi assez intéressant, puisque du coup, on ne se lasse pas. Donc voilà, bon, le peu qu'on a vu sur le stand, mais évidemment, vous avez toutes les images de coupe et puis la vidéo complète de Didier du Concept 3. Franchement, ça a l'air assez prometteur. J'espère qu'ils vont sortir une voiture de série qui respecte un petit peu les codes sportifs qu'ils ont développés là-dessus, parce que c'est assez sympa. Bon, un changement radical d'ambiance, je suis arrivé au Polestar Experience Lab. C'est très bizarre, ils ont un espace complètement fermé. Il n'y a que des gens en blouse blanche de la marque, c'est très étrange. On a l'impression de voir un peu des parfums à l'arrière. Bon, de ce côté-là, regardez. La Polestar 4, mais c'est pas ça la grosse nouveauté. Ça, c'est un peu le crossover, l'espèce de berline surélevée. La grosse nouveauté, elle est de l'autre côté, c'est la Polestar 5. Qui, pour le coup, alors il y a beaucoup de monde, alors on va essayer de quand même vous la montrer, est une berline full électrique, hyper agressive. Perso, je suis très fan du look, je trouve ça vraiment très joli. C'est assez... Polestar, c'est né à la base comme étant l'équipe de course de Volvo, qui a changé après, qui a été Sian Racing, et Polestar est devenu une marque à part entière. Et maintenant, ils font des véhicules, du coup, ça appartient au même groupe que Volvo, c'est Geely, hein, c'est un groupe chinois. Mais maintenant, ils font des véhicules avec des designs vraiment hyper clivants. C'est très ciselé, il y a beaucoup d'arêtes saillantes, etc. Mais souvent, ça donne des designs super dynamiques. Ça ressemble, la Polestar 5 ressemble beaucoup à un concept qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, il me semble. Je me souviens plus du nom du concept, je vous l'insérerai là, comme ça vous saurez. Mais je trouve que le travail qu'ils ont fait, franchement, ça donne une berline super élégante. Il y a quand même un truc avec Polestar qu'il faut savoir, beaucoup de leurs voitures n'ont pas vraiment de lunettes arrière. Si vous le voyez là, c'est assez plein, il n'y a pas vraiment de vitres. C'est très particulier, mais voilà, c'est un peu un gimmick, c'est un peu vraiment un élément de design qu'ils ont choisi pour leur production. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais au global, je trouve que la ligne de cette voiture, franchement, est très réussie. Ah, et j'oubliais, juste au cas où vous pensiez que ce serait que du look. Ça fait 884 chevaux, 1015 Nm de couple, et le 0 à 100, c'est en 3 secondes 2 seulement. Donc franchement, il y a du look, mais ça se déplace très vite. On arrive chez Ford. Je m'attarde pas trop longtemps parce qu'il n'y a que des voitures qu'on connaît à peu près. Un pick-up Ranger, il a quand même la particularité d'être hybride rechargeable. La Ford Capri derrière lui. Et on termine avec l'Explorer. Donc une gamme finalement 100% électrifiée pour Ford. On continue le petit tour, enfin le long tour. En fait, c'est grand. Franchement, vous allez quand même pas mal cavaler si vous venez à ce salon. Bon, alors, quand vous verrez la vidéo, le salon sera fini probablement. Ou il restera qu'15 jours, donc je pense que vous n'aurez pas le temps. Mais pour les prochaines éditions, voilà, sachez-le, faut quand même pas mal marcher en ville. Mais c'est quand même cool et c'est très sympa d'être, je trouve, à l'air libre et pas enfermé dans un hall ou quoi que ce soit. Bon, alors chez Renault, R5, R4, forcément, on les connaît déjà. Non, la vraie grosse nouveauté de la marque française ici, c'est la Clio 6 évidemment. Clio 6 qui, vous vous en doutez, est absolument prise d'assaut, c'est un truc de dingue. Regardez, ça c'est juste les gens qui essayent de l'apercevoir de loin, donc on va essayer aussi d'y aller, parce que moi je l'ai jamais vu en vrai, du coup j'aimerais bien voir ce que ça donne. J'ai vu que les photos pour l'instant, donc on va essayer de s'approcher vite fait, mais je vous promets rien du tout, évidemment tout le monde veut l'avoir cette voiture. Évidemment on a une vidéo 100% complète sur notre chaîne, c'est François qui l'a fait. Il y a tout, vous saurez les motorisations, la disponibilité, l'intérieur, les détails, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir plus sur la Clio 6. Moi je vais juste essayer d'aller voir vite fait ce que ça donne, mais je vous promets rien. J'ai réussi à m'approcher un tout petit peu. Franchement, c'est très étrange. Alors c'est vrai que plein de gens m'ont dit, franchement tu verras, ça donne pas pareil en vrai qu'en photo. C'est vrai, je trouve ça plus sympa en vrai qu'en photo, mais j'ai quand même toujours pas l'impression de voir une Clio. Il y a tellement une rupture entre la 5e et la 6e génération par rapport aux autres générations d'avant que je me dis que c'est un peu osé. Et en fait, franchement, je vais le dire, hein, je suis désolé, mais deux profils avec les arches de roue contrastées, bon vous verrez sur les plans de coupe parce que là il y a vraiment trop de monde, sincèrement j'ai un peu l'impression de voir une 208. Mais bon, c'est quand même une vraie proposition de style, pourquoi pas, c'est une nouvelle ère pour Renault, on va voir ce que ça donne et si ça se vend toujours aussi bien. Bon, Renault c'est aussi le concept car emblème et
c'est surtout dans le dernier truc, il y a un truc un peu sympathique. Il y a une voiture où on pensait qu'elle resterait à l'état de concept et finalement ils ont décidé d'en produire une toute petite série. C'est la Sublime R5 Turbo 3E. Donc voilà, une voiture franchement ultra impressionnante. Moi j'ai quand même une question, surtout que vous le voyez sur le montant, il y a un petit badge Renault Sport. On nous a bassiné en nous disant que Renault Sport c'était terminé, que maintenant il n'y avait plus que Alpine pour les modèles sportifs du groupe Renault. Pourquoi pas, c'est cool, moi ça me va comme idée. Mais du coup, pourquoi ils ont ressorti une R5 Turbo 3E sous le blason Renault et sous le blason RS? Vraie question. Marque assez intéressante, on est arrivé chez Denza. Alors si vous ne connaissez pas Denza, c'est la marque sportive luxe de BYD, le constructeur chinois. Et donc du coup c'est une marque qu'on n'a pas encore tout à fait chez nous, mais qui devrait arriver au premier trimestre normalement de l'année prochaine, avec notamment cette voiture que vous voyez là-bas, la Z9 GT. Ça ressemble beaucoup, je trouve, aux carrosseries Sport Turismo chez Porsche, qu'on peut notamment trouver sur les Panamera, sur les Taycan, etc. Et c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est assez imposant, hein. Par contre, on est vraiment sur une grande voiture. Je ne suis pas certain que ce soit le genre de choses où il y ait énormément de public chez nous. D'autant que sur ce genre de segment, ce qui est un peu compliqué, c'est que l'image de marque compte énormément. On va très facilement acheter une Porsche parce qu'on veut acheter une Porsche. En revanche, est-ce qu'on achètera une Denza qui peut-être se positionnera face à Porsche? Pas sûr, parce qu'on ne connaît pas forcément la marque, etc. Donc voilà, c'est un vrai pari. Je ne suis pas sûr qu'en Europe, ce soit très facile pour ce genre de marque de s'implanter, mais c'est plutôt intéressant, je trouve, à voir. Et puis ça a le mérite de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière parmi les constructeurs qui sont déjà établis depuis des décennies et des décennies. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. En tout cas, je suis assez curieux d'essayer et de voir ce que ça donne et si vraiment c'est un concurrent qui est viable à des marques un peu plus historiques. Et on va continuer, le stand BYD est juste derrière, donc suivez-moi, je vais vous montrer un peu comment c'est. No, I'm just doing. You're capable now. Tu filmes toujours? Là, il y a une partie où on peut se sustenter, etc. Il y a des petites tables pour bosser en haut. Et puis leur line-up est ici. On commence avec le Sea Lion 7. Et puis, alors attends, je vais éviter d'embêter tout le monde qui filme. Hop. Ensuite, on a la Berlin Seal. Une des grosses nouveautés de BYD cette année, c'est ça là, la 6 DMI. Alors c'est une voiture qui est hybride. Et cette voiture là, ils ont fait un truc assez rigolo BYD. Alors c'était pas avec la version Break, c'était plutôt avec la version berline, je crois. Ils ont rallié Paris à Munich, ici, en passant par un petit bout de forêt noire, mais avec un seul plein. Ils n'avaient pas le droit de refaire le plein, ils ont fait 1250 km. Donc a priori le rayon d'action de ces choses là, bah, c'est plutôt impressionnant. On n'a pas encore pu essayer les voitures, normalement on met la main dessus dans pas trop longtemps, mais ça a l'air assez prometteur et bah, peut-être que ce serait l'alternative au diesel un petit peu, puisqu'on pourrait faire des très grandes distances sans refaire le plein. Je pense que ça peut intéresser des gens. On finit avec le Sea-Liu en termes de SUV. Et puis tout au fond en jaune fluo, c'est la petite Dolphin Surf, c'est la petite électrique de BYD, qui est une voiture qui est très peu chère en France. Après, est-ce qu'elle trouvera encore son public? Encore une fois, il y a toujours ce côté image de marque, constructeur chinois. Ça, je ne sais pas, mais ça a le mérite d'exister. Stand Volkswagen, alors je ne vais pas rentrer parce qu'il commence à y avoir de plus en plus de monde et surtout on vous a déjà présenté toutes les plus grosses nouveautés Volkswagen. Je note quand même qu'il y a le nouveau T-Roc qui est ici, ça c'est assez sympa. Et puis après bien sûr ID4, ID Buzz, etc. Je vois qu'il y a une Passat au fond là-bas, il y a le concept ID Cross ici, ça pareil je vous l'ai montré un petit peu plus en détail quand on était au Messe. Clémence, si tu retournes, regardez en face, il y a le stand Smart. Alors leur dernière nouveauté c'est le Smart Hashtag 5. Mais qui n'est pas vraiment une nouveauté ici, c'est pas une voiture qui présente ici. Et puis si on continue un petit peu, vous le voyez, hein, sur la gauche on a Opel, qui est assez sympa. On retrouve sur leur stand, en plus du Mokka i Rally, on retrouve le Mokka GSE et le concept Gran Turismo dont on vous parlait avec Pierre. Et pendant ce temps-là, si vous retournez, vous voyez que le stand Volkswagen n'est toujours pas fini. En fait, il est absolument immense. Je pense que c'est un des plus grands qu'on ait visité depuis le début. Et puis on retrouve ici un peu toute leur gamme, ID3 GTX. Il y a là-bas une Golf GTI édition 50. Je crois que c'est une édition spéciale de la GTI. C'est, si je ne dis pas de bêtises, une des plus puissantes qui ait jamais été produite avec le blason GTI. Donc ça, c'est quand même assez sympathique. Et puis, écoutez, on a fait globalement un peu le tour et on est arrivé un peu au bout de l'allée principale, on va dire, de ce salon de Munich qui a lieu en extérieur. Alors après, on a quand même 2-3 autres stands à vous montrer, notamment Porsche et Audi. On va y aller dans un petit instant.
Mais voilà, vous avez vu un petit peu l'ambiance, un petit peu, etc. C'est vraiment un salon très particulier, c'est vraiment un salon en deux temps et c'est surtout un salon qui, je trouve, se veut vachement plus proche du public que les salons classiques à l'intérieur de grands halls, etc. Ici, il y a vraiment une interaction permanente avec tout le monde et le fait que ce soit en plein milieu de la ville, finalement, c'est quand même vachement plus facile que de devoir aller à un lieu spécifique pour aller voir des voitures. Donc, j'ai pas les chiffres, mais je pense que c'est un salon où les constructeurs doivent vendre un petit peu parce que globalement, c'est très facile d'accéder à ce qu'ils ont à proposer dans leur gamme. Je viens de tomber sur un truc, et bah d'ailleurs regardez, il y a Monsieur Laurent Schmitt qui filme. Et je vois pourquoi il filme ça, c'est incroyable, ça me fait rêver. Ça, je pense que c'est le meilleur truc que tu peux trouver pour éviter les bouchons parisiens, parce que globalement tu roules sur tout le monde. Donc ça me fait envie, moi perso, je pense que pour aller le matin au bureau, ça doit être plutôt pratique. Vu les roues, etc., ça m'a l'air d'être quelque chose d'amphibie. Je dis peut-être une bêtise, je ne sais pas, je ne sais absolument pas ce que c'est, mais le seul truc que je peux vous dire, c'est que c'est marqué World Food Programme dessus, donc c'est probablement des organismes humanitaires qui utilisent ce genre de truc pour aller sur absolument tous les terrains. Mais c'est trop marrant, franchement, j'ai envie de faire un tour là-dedans parce que ça doit être assez rigolo. Bon, comme vous pouvez once again, comme vous pouvez le voir, ça y est, belle mascotte chez Porsche. Le salon a ouvert au public, c'est absolument blindé et il nous reste 2-3 petits stands dont on veut faire le tour et vous montrer avant qu'on s'en aille. Il faut qu'on se dépêche parce qu'on a un avion dans pas très longtemps. On est sur un endroit où Audi et Porsche ont décidé de se rassembler. C'est super graphique, leurs stands sont super sympas. On va aller voir ce qu'ils proposent. Bon alors, je vous le cache pas, j'ai déjà fait un petit tour hier soir, c'était pas ouvert au public, sur le stand Audi. On va pas y voir grand chose, si ce n'est le concept C que je vous ai déjà montré. Mais on va quand même essayer de se rapprocher un petit peu. Par contre, il y a une voiture ancienne, une voiture de légende chez Audi que je trouve assez sympathique. Donc, ah ouais, mais en fait, même pas, regardez. J'avais pas vu, mais regardez. Ça là, c'est la queue pour entrer sur tout le stand. Je pense que ça va être un petit peu compliqué. Donc, je vais juste essayer de vous montrer là. Venez voir. Hop, on essaye de se frayer un chemin. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Par ici, alors Clémence, je vais te faire lever les bras, je suis désolé. Regardez, il y a une Auto Union V16 Type C en carrosserie Streamline. C'était vraiment le genre de voiture de record d'Audi dans les années, si je dis pas de bêtises, ça commençait dans les années 30, fin des années 30 et années 40. Donc bref, c'est assez exceptionnel d'avoir ça ici. Et c'est parce que en fait, c'est un peu ce qui a donné la forme après au concept Avus Rosemeyer et qui a donné aussi, et bah, du coup, le concept C qu'on a aujourd'hui puisqu'il s'en inspire beaucoup. Voilà. Il est là le concept C? Je le vois pas moi. Voilà, il est tout au fond. Donc si Clémence peut arriver à zoomer, à vous montrer un petit peu, vous le reverrez une dernière fois. Mais voilà, très sympa. Moi je trouve ça super cool que Audi ose faire des voitures comme ça. Et comme je le disais quand on a vu la voiture au Messe, je suis archi content que Audi arrête le surdesign et revienne à des trucs vachement plus simples, vachement plus fluides. Là, on parle vraiment d'une voiture qui est dessinée et pas simplement de plein d'éléments ajoutés les uns aux autres. Donc je trouve ça cool. On fait un petit tour chez Porsche, histoire de vous montrer un peu ce qu'il y a. Bon, on va tenter là aussi de se frayer un chemin, c'est pas pratique. On commence avec une 911 Spirit 70, édition spéciale de la 911 chez Porsche. Après, nous avons ici un Taycan. C'est lequel celui-ci? GTS. Derrière, on a un Macan. Il y a aussi un petit carrousel avec des chevaux pour ceux qui ont envie de faire un petit tour de manège et de retomber en enfance. Ça, c'est vachement bien joué, merci Porsche. Et au cas où vous n'auriez pas compris, voilà, c'est à peu près le logo de la marque. C'est un peu voyant, on va pas se mentir. Mais en vrai, c'est stylé. Et qu'est-ce qu'ils ont à présenter de l'autre côté? Alors là, c'est l'endroit où vous allez configurer votre 911 avec toutes les couleurs possibles imaginables, sachant que non, en fait, il y en a beaucoup plus que ça et on peut même arriver chez Porsche avec un échantillon de quelque chose et de dire moi, je veux que ma voiture soit de cette couleur-là. Donc voilà, ça donne après des palettes de couleurs absolument improbables. Il y a quand même une GT3 Touring assez spéciale. Projet artistique qui a été fait sur une GT3 Touring. Franchement, c'est assez sympa. C'est marrant, mais le côté un peu dragon et blanc-rouge, ça me fait vraiment penser à la Chine. Je sais pas si je suis le seul ou pas, dites-moi en commentaire. Mais et pour terminer sur le stand, ouais, c'est vraiment blindé. Hein. Vraiment blindé. On a une jante ici.
une grande roue. Ah, qui reprend évidemment le dessin d'une jante de 911 d'époque, une jante Fuchs. C'est assez sympa. Et après, ouais, voilà, j'imagine que le clou du spectacle est là-bas. On vous en a déjà parlé un petit peu, c'est évidemment la nouvelle 911 Turbo S. Ah, c'est quand même toujours stylé une Turbo S. C'est un peu le daily parfait. C'est-à-dire que ça reste confortable, c'est extrêmement puissant, c'est parfait pour l'autobahn et en même temps ça reste une Porsche 911. Donc globalement, bah, c'est vachement bien même sur les petites routes. Évidemment, on ne pouvait pas terminer cette vidéo, le meilleur pour la fin, peut-être, ça c'est vous qui en jugerez, par ne pas aller sur le stand BMW. Évidemment, ils jouent à domicile ici, donc voilà, ils ont quand même un gros dispositif, c'est BMW et Mini. Donc on va les voir, on va aller juste essayer de faire un chemin. Alors, tout de suite, je vais rien vous présenter parce qu'il y a tellement de monde et c'est tellement serré que je pourrais pas, mais juste, voilà, au moins vous aurez l'ambiance, vous verrez un petit peu ce qu'ils exposent. On a ici un X3, très belle couleur rouge d'ailleurs, j'aime bien, c'est le balance. X5, on est vraiment sur les modèles électriques de la marque. Je crois apercevoir une i7 là-bas. On va aller faire un petit tour. Avec une couleur, une livrée assez particulière, biton. C'est un truc qu'ils ont introduit sur cette génération de... Ah, quoi que sur la précédente, je crois qu'on pouvait l'avoir. La couleur biton. Mais c'est assez... c'est toujours qui tout double, quoi. Faut être un peu sûr de ce qu'on fait en association de couleurs. Je suis pas très certain de celle-ci, par exemple. Mais bon, chacun ses goûts, vous nous direz en commentaire. On retrouve deux M5. Alors, c'est pas la même que qu'il y avait sur le stand de métro. On gêne des gens. Ah, il y a une dame avec un bébé. Donc on avait une M5 MLC en version M60 bien sûr. Deux autres sur ce stand. Et après il y a des expériences autour du iX3. Je sais pas si on peut y rentrer comme ça va être compliqué. Mais écoutez, on va voir un peu comment ça se passe en haut. Quand on toise la ville depuis le stand BMW, qu'est-ce que ça donne? Sympathique. Terrasse lounge, on peut se retrouver. C'est évidemment une partie intégrante des salons. C'est mettre les gens bien, faire en sorte qu'ils se sentent un peu comme chez eux, que ce soit cosy. Parce que bah, forcément ça fidélise un peu les clients. Hein. Donc c'est assez content de voir ça sur les salons. Et on va essayer. Alors, bon, on vous en a parlé en long, en large, en travers avec Pierre, mais regarde Clément, si tu arrives à zoomer un petit peu, la vraie star chez BMW, c'est bien sûr le X3. Voilà, qui est leur grosse nouveauté, le gros lancement actuellement. Et après on arrive... Ah, marrant, il y a un stand Hot Wheels. C'est peut-être ça. Il y a une piste complète de Hot Wheels avec des loopings et tout. C'est tout ce dont je rêvais quand j'étais petit et que j'ai jamais eu. Marrant. J'aime bien l'idée. Et du coup, forcément, qui dit BMW, dit groupe BMW. Donc on termine avec Mini, bien sûr, qui a aussi quelques voitures exposées. On a ici une jeune Cooper Works. Un Countryman, on a un Aceman là-bas qui est leur SUV crossover électrique à 5 portes. Concept Deus Ex Machina, j'ai absolument adoré, mais vous l'avez déjà vu au MSE normalement, donc on va pas trop détailler. Mais voilà, c'était le stand BMW au Salon de Munich, ma foi avec beaucoup de monde. Et voilà, ainsi s'achève du coup notre tour, notre vlog du salon de Munich. On a quand même vu pas mal de choses, hein. Je vais vous laisser digérer un peu tout ça. Et bien sûr, c'était juste pour vous donner un petit peu l'ambiance, pour vous montrer un petit peu comment est ce salon en deux temps qui est très particulier, qui ressemble à pas beaucoup d'autres. Et du coup,
N'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne YouTube toutes les vidéos dédiées des grosses nouveautés parce qu'on en a fait pour quasiment tout, que ce soit concept car, que ce soit nouveautés qui vont arriver bientôt dans les gammes, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça, à nous donner vos commentaires en dessous. Et puis on espère surtout que vous avez aimé un peu ce format vlog où on vous emmène vraiment avec nous, on découvre un petit peu en même temps que vous comment ça se passe. Voilà, on tente des trucs, dites-nous si ça vous plaît ou pas, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et bien sûr abonnez-vous, ça nous aide toujours. Allez, à plus sur l'Automobile Magazine.